Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Empara. Aujourd'hui, nous allons voir un nouvel extrait de la formation Trouver son identité de Michael Ferrer. Donc ça s'adresse aux photographes. La dernière fois, on avait vu avec lui comment trouver son style visuel et maintenant, cette vidéo va vous aider à trouver votre style émotionnel. C'est-à-dire, elle va vous aider à savoir ce que vous voulez faire ressentir à ceux qui regardent vos photos. Voici l'extrait. Le style émotionnel, et donc c'est le type d'émotion, le type de contenu psychologique qu'on va essayer de générer. Et donc ici, je le définis comme minimalisme. J'ai plutôt mis de ce côté-ci le minimalisme parce que c'est un minimalisme qui du coup est présent visuellement, mais que j'essaie de créer aussi émotionnellement. Une attitude la plus simple possible, que je définirais en spontanéité naturelle. Et de nouveau, on pourrait dire que naturel, spontanéité sont des termes un peu creux, comme pourrait l'être, comme le disait l'internaute, le terme authenticité. Donc du coup, c'est une certaine définition du naturel et de l'authenticité que je valorise, qui concerne plus la simplicité, si on veut. C'est pour ça que j'ai mis ce terme-là pour définir au-dessus. Et une certaine rigueur, qui pour le coup est plutôt clivant dans ce cas-là, parce que je pense qu'il y a un a priori autre, en tout cas en mariage, on ne veut pas des poses trop rigides, etc. Je pense avoir un style plus rigide que la plupart des photographes de mariage. J'accorde énormément d'importance à ce que le cadre, c'est pour ça que c'est un 50 mm aussi, pour que les lignes soient bien droites, etc. Il y a cette rigidité aussi dans ma manière de faire poser les gens, etc. Après, j'essaye de créer quelque chose d'organique aussi avec ça, mais par exemple ici, la pose est volontairement très figée, très rigide, etc. Et en même temps, je cherche à créer la spontanéité et le naturel dans la manière dont le regard est porté directement vers l'objectif. Donc à chaque fois, se poser la question de comment est-ce que je traduis la spontanéité dans cette image. Il ne faut pas se poser forcément la question, si vous êtes attentif à ce qui vous parle, ça correspondra au cahier des charges, puisque le cahier des charges est établi en fonction de ce qui vous plaît. Mais ici, l'attitude est finalement très simple et très rigide en même temps. Et il y a aussi un minimalisme de couleurs, etc. Donc on est vraiment au niveau du style émotionnel. Ici, il me semble qu'on est cohérent, mais je montrerai d'autres exemples par la suite qui le montrent aussi. Est-ce qu'on a des questions sur la théorie du style émotionnel ou pas? Pas sur ça précisément, on a d'autres questions. Sur la distinction des deux ou sur autre chose tout à fait? Alors, il y a peut-être une question de Vanessa qui peut être intéressante à poser maintenant. C'est comment réussir à faire la transition de son style, parce qu'en fait, par exemple, les mariés nous contactent 1 an à l'avance. Donc, le style qu'on a aujourd'hui n'est pas forcément le style vers lequel on va se diriger. Ouais. Donc, comment tu gères ça? Je pense que ça doit se faire vraiment progressivement et que c'est une vraie bonne question en fait. Progressivement, ça apparaît. Progressivement, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. Un style émerge et du coup, il est acté à un moment par le fait que je le rends explicite pour moi-même et que du coup, mon style évolue vers ça. Je pense qu'il faut être très clair déjà avec les gens qui nous passent commande qu'on travaille pour soi aussi et que notre style va peut-être être amené à évoluer, etc. Pour des mariages, effectivement, c'est compliqué quand on est 1 an à l'avance et que le style va changer. J'essaye de m'engager sur ce que j'ai vendu, c'est-à-dire ce que les gens ont vu, c'est ce que je vais leur fournir. Si je suis 1 an plus tard et que ce que j'ai vendu est très différent, ça n'a jamais été vraiment le cas, mais j'essaie de leur fournir au moins ce que je leur ai promis. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai fait toute une saison en argentique, alors que j'avais signé avec mes mariés en numérique. Donc ils avaient eu mes images numériques et je leur vendais des images argentiques. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toute la saison en reportage argentique plus numérique avec 2 appareils sur moi et en faisant le reportage numérique complet et 200 à 300 photos argentiques. Et je n'ai publié par contre moi que ces photos argentiques. Ça a permis de faire la transition à ce niveau-là et d'avoir dans ce que je publiais que des choses qui correspondaient à mon nouveau cahier des charges et dans ce que je fournissais à mes clients, ce qui correspondait à ce qu'ils avaient acheté, c'est-à-dire mon ancien cahier des charges. Donc là-dessus, je pense que c'est une transition et qu'il ne faut pas, ce que je disais tout à l'heure aussi, il ne faut pas s'empêcher de, même pour des clients actuels, faire une part pour soi-même et pour l'avenir en se disant ça va rentrer dans mon portfolio pour l'avenir et progressivement il va y avoir une transition vers quelque chose de... Enfin, ça peut se faire de manière tout à fait souple. Je t'écoute, tu as une question? J'ai une question. Donc du coup, c'est comme ça que tu as travaillé avec les graphistes qui t'ont fait ton identité visuelle, ton site internet, etc. C'est de cette manière-là, avec des mots, que tu as pu transmettre Alors je sais, en fait...
Non, pas vraiment, on n'a pas vraiment travaillé comme ça. En réalité, avec les graphistes, on a fini par se connaître, enfin on se connaît assez bien. C'est d'ailleurs assez marrant comment on s'est rencontrés, mais je l'aborderai peut-être un peu plus tard. En gros, j'ai observé comment les choses se passaient, mais ça s'est passé de manière plus ou moins naturelle. Et après, j'ai créé un espèce de papier qui est le briefing avec lequel on devrait arriver face à un graphiste, à mon sens, qui est les questions auxquelles je pense on aurait dû répondre avant de commencer à travailler ensemble. On a tâtonné, on a cherché, etc. Mais par exemple, quel esprit je veux donner à ma marque? Est-ce que je veux plutôt un esprit élégant, fun, etc. Ça, le définir. Quelle couleur j'imagine, qu'est-ce qui me parle en termes de couleur, quel type de site j'aime ou je n'aime pas, etc. Donc une espèce de liste de choses auxquelles il faut répondre et envoyer cette fiche au graphiste pour qu'il ait une base sur laquelle il peut travailler. Mais effectivement, on n'a pas travaillé sur base de mots-clés, ça pourrait être intéressant de travailler sur base de mots-clés. Par exemple, je travaille vraiment comme ça sur base de mots-clés pour les mariages. Je rencontre les mariés, comme je le disais, on discute pendant 1h30 à peu près, et j'essaie de dégager 5 mots-clés qui vont être la manière dont je vais arriver sur le mariage. Donc, ça varie d'un travail à l'autre, mais je pense que comme on travaille sur un projet très visuel en graphisme, je pense qu'on a plus intérêt à partir sur des bases visuelles. Donc j'ai créé des tableaux Pinterest par exemple, on l'abordera vraiment en détail ça aussi. J'ai créé des tableaux Pinterest de ce qui me plaisait, de ce qui ne me plaisait pas, j'ai parlé de l'esprit que je voulais donner à la marque, j'ai parlé des couleurs qui me parlaient, de l'esthétique aussi, des marques que j'aimais, etc. Et donc tout ça a été développé. On n'a pas vraiment travaillé comme ça. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du style émotionnel, a priori, et ça c'est peut-être intéressant, j'ai quand même décrit de base une forme de rigueur à mes graphistes. J'ai défini une certaine rigueur et donc on savait qu'on partait sur un logo géométrique pour ça. Et un logo très simple aussi. Quand on voit ça, minimalisme, naturel, rigueur et simplicité, on pourrait mettre ces attributs à côté de mon logo. Et donc c'est vraiment l'idée, c'est qu'on est parti sur un truc le plus simple possible, le plus minimaliste et qui soit très évident. On part du M, on croise les deux barres pour avoir... Enfin voilà, il ne fallait pas que ce soit trop complexe, il ne fallait pas que ça soit trop courbé, il fallait que ce soit des lignes droites. Et ça a été effectivement dicté par ça, mais parce que c'est des choses qui me plaisent. Et donc, je pense que dans un premier temps, c'était pas si explicite que ça. C'est passé par des tableaux Pinterest où les marques qui me plaisaient étaient effectivement des marques où il y avait une simplicité du logo, il y avait une certaine rigueur, plutôt des marques à tendance soit scandinave, donc cette simplicité scandinave dans les couleurs, dans les matières, dans les lignes, soit japonaise aussi où il y avait cette simplicité du geste, ce côté très direct aussi dans l'esthétique. Donc, ouais, on n'a pas vraiment travaillé comme ça, on a vraiment travaillé plus sur des bases visuelles, mais donc effectivement, dans le PDF qui sera remis avec la formation, il y a notamment un briefing avec des questions, et si on répond à ces questions, après on peut remettre un briefing très clair à un graphiste, à mon sens. En tout cas, moi, c'est l'outil que j'aurais aimé avoir quand j'ai développé la nouvelle identité pour communiquer avec mes graphistes. Et en plus de ça, on verra comment définir une palette de couleurs en association avec des graphistes, comment définir un univers qui soit cohérent par différents outils très concrets qu'on verra par la suite. Mais c'est vrai que peut-être juste déborder un peu de ta question, la question de comment on choisit ces graphistes, parce que de base, je ne les ai pas choisis parce que je pensais qu'ils allaient me proposer un logo qui me convenait. Je me suis dit, je vais leur soumettre un briefing et il faut que je leur laisse la totale liberté de proposer ce qu'ils veulent. Après, libre à moi d'accepter ou pas, mais je veux avoir confiance dans le fait qu'ils vont me proposer des bonnes solutions. Et ça, je pense qu'on l'obtient quand on choisit ces graphistes, comme on choisirait des amis dans la vie de tous les jours, un partage de valeurs. Donc exactement sur la même base que ce qu'on a évoqué depuis le début. Il faut que ce soit leur identité qui vous parle, parce que vous avez un partage de valeurs et parce que vous leur faites confiance. Donc en gros, ce que j'ai dit depuis le début, c'est ce que vous devriez rechercher chez les gens avec qui vous voulez collaborer. Mais c'est à tel point qu'aujourd'hui, je me dis que si on va dans un restaurant, par exemple, il faudrait idéalement ne pas choisir sur la carte et se dire qu'est-ce que vous suggérez. Parce que je pense que chaque restaurant, par exemple, a quelque chose de phare dans sa carte. Et que si on leur demande leur avis, ils sont capables de suggérer quelque chose et finalement on va plus loin quand on fait confiance aux gens comme ça. Donc pour les graphistes c'est pareil, il faut les aborder en leur disant, à mon sens en tout cas, en leur disant qu'est-ce que vous me proposez sur base de ça. Donc il faut leur transmettre quand même de la matière sur laquelle ils vont travailler et c'est à ça que sert le briefing qu'on a construit. Mais par contre ça reste un briefing de base. Donc comment est-ce qu'on s'est rencontrés? En gros j'ai fait le mariage de Pauline et Serge, on les verra plus tard dans le PowerPoint.
Et donc, j'avais adoré toute l'esthétique de leur mariage. J'ai trouvé ça magnifique. C'est pas ce que j'aurais fait pour moi, mais je trouvais que c'était totalement cohérent par rapport à ce qu'ils étaient. On s'était bien entendus. Ils adhéraient aussi à ce que je faisais. Et donc, du coup, ça a permis de se dire, si on s'entend bien, s'ils font ça, si ce qu'ils ont fait pour eux me convient, il n'y a pas de raison que ce qu'ils vont faire pour moi ne me convienne pas. Et donc, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et le web développeur, c'est un ami qui m'a recommandé de travailler avec lui. Donc, effectivement, c'est très proche de ce qu'on fait quand on choisit un ami. Et je pense que c'est l'élément fondamental. Il faut vraiment choisir les gens par un feeling. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire aussi avec nos clients. Donc, c'est assez compréhensible, quoi. Aborder vraiment les graphistes comme des alliés et comme une ressource potentielle. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, j'aurais des questions. Ouais. Une question de Grégory. Est-ce que travailler sur des choses personnelles, justement, et ne pas uniquement faire les commandes des clients, te permet de plus trouver ton identité visuelle ? Exactement, exactement. Je pense que c'est extrêmement important de travailler personnellement, mais je dirais même de travailler, quand on travaille pour un client, de travailler pour soi. Je me pose très rarement la question de, si je me la pose en amont, qu'est-ce que le client aime, etc. Mais quand je suis sur le shoot, en général, c'est ce qui me parle que je photographie. Et en tout cas, c'est ce que je montre, c'est que ce qui m'a parlé vraiment. Donc effectivement, ouais, la réponse, à mon avis, elle est 100% oui. Du travail perso, le montrer le plus largement possible. C'est ça qui va faire que vous allez faire la transition, parce que c'est une question qui revient souvent tant sur Internet qu'ici. Qu'est-ce qui va faire que la transition va se faire de manière souple et harmonieuse? C'est que vous allez être en accord et que progressivement, la part de ce que vous êtes va apparaître dans votre travail. Idéalement, je sais bien comment ça commence aussi, mais idéalement, il faudrait qu'elle soit présente dès le départ. On devrait faire les choses qui nous plaisent et ne pas se poser la question de la rentabilité. L'argent devrait être une conséquence du fait qu'on a fait les choses bien. Mais je sais bien qu'au début, on a des demandes qui ne correspondent pas exactement à ce qu'on veut et qu'on est obligé de les faire parce que ça correspond à une réalité très pratique et j'en ai conscience. Par contre, on peut faire la transition progressivement une fois si on a l'impression que notre quotidien ne nous convient pas et que les commandes qu'on reçoit ne nous conviennent pas. Donc c'est vraiment une transition progressive. C'est la suivante. Et c'est des concrétisations du style émotionnel. On parlait de simplicité, de minimalisme et de côté la rigueur. Je place assez souvent les mariés côte à côte. C'est plus rigoureux, il y a un côté presque packshot de mariés, quoi. C'est ça que je cherche. Dans les codes visuels, j'aurais pu aussi placer la lumière en backlight, la lumière toujours quasiment presque à chaque fois à l'arrière des sujets. Et aussi des manières de faire poser, chercher le naturel, etc. Et c'est aussi un point qui est, on parlait tout à l'heure de l'apparence et de l'essence des choses. Quand je disais que le corps est capable de faire sentir l'essence, donc que l'apparence peut faire remonter un ressenti intéressant, on a l'impression que les images que je fais, en tout cas c'est le retour qu'on me donne, on a l'impression qu'elles sont naturelles et que je ne demande rien ou que ça se passe naturellement comme ça. En réalité, je demande énormément. Sur cette photo, par exemple, je dis très précisément où la main doit venir et je dis très précisément où cette main-là doit venir aussi, etc. Donc tout est calibré, tout est guidé, en tout cas dans un premier temps, parce que je suis convaincu que le naturel n'émerge pas de lui-même. Si on attend du naturel en faisant poser un couple, par exemple, on va voir comme naturel le fait que les gens sont gênés parce qu'ils seront gênés de poser devant un photographe. Donc le seul naturel qui peut émerger, c'est celui-là. Si on veut un naturel d'amour et de complicité ou d'intimité, il faut créer une situation d'intimité. Il y a différentes méthodes mais ça mériterait une formation complète. Il y a différentes méthodes pour générer cette intimité. Par exemple, mettre les gens dans une situation physique d'intimité en les faisant se tenir d'une certaine manière. Et c'est pas créer quelque chose, c'est permettre que cette chose arrive pour de vrai. C'est comme si on essayait de faire sourire quelqu'un en lui disant de sourire, ça marcherait nettement moins bien qu'en lui racontant une blague. Et le corps ne fait pas de différence, et ça c'est hyper important de le savoir, le corps ne fait pas de différence entre une émotion authentique et une émotion inauthentique. Si vous forcez à rire, par exemple, vous aurez les avantages du rire. Il y a d'ailleurs une discipline qui s'appelle le yoga du rire et qui consiste à se forcer à rire pour se sentir mieux. Donc je pense qu'aussi on peut se tenir pour se sentir aimé et je pense que ça peut marcher. Donc voilà, mais ça mériterait vraiment une formation à part entière sur la technique de pose et comment faire se sentir les gens à l'aise et naturels face à un appareil photo.
Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à trouver votre voix photographique. Si vous ne voulez rien louper des prochains extraits, eh bien il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton du haut. Et si vous voulez voir l'intégralité de la formation de Michael, ça se passe sur le site d'Ampara en cliquant avec le bouton du bas. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci infiniment de nous suivre.